Donc je répète, je suis heureux de vous accueillir. Je remplace aujourd'hui Henri Bismuth qui est retenu ailleurs. Et cette séance est une séance très fournie sur un sujet qui actuellement a donné lieu à quelques controverses. C'est la raison pour laquelle vous avez un texte que je vous demande de lire attentivement et avec votre accord, qu'on recueillera en fin de séance, si vous en êtes d'accord bien sûr, il sera communiqué à la presse. Alors, je vous annonce aussi que, en milieu de séance, à 16 heures, sera tirée une commission pour l'analyse des candidatures au titre de membre associé. 16 heures, on va le faire au milieu de séance. Voilà, alors je passe maintenant la parole au secrétaire annuel pour la lecture du procès-verbal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la dernière séance du 19 octobre était dédiée à la chirurgie morphologique du pénis, réalité et controverse. Elle a commencé par les magnifiques et très émouvants éloges faits par Monsieur Pierre Vert pour Marcel Günz en présence de sa famille. Monsieur Vert, je suis votre fan absolu. Les deux modérateurs, Bernard Lobel et Ronald Virag, ont fait une magnifique organisation. Pour la première fois, une séance sponsorisée qui nous a permis, après, d'obtenir plein retombées aussi et financiers et publicitaires. Et je vous en parle à la fin de la séance. La première communication a été faite par M. Chevalier. Oh, inutile de baisser. Pas une vraie communication. Sur la chirurgie des courbures de verge congénitale de l'adulte, elle était commentée par M. Bernard Lobel. Notre invité, venu spécialement de Londres, a fait une très belle communication extrêmement intéressante sur la reconstruction pénienne pour le micropénis, avec des résultats absolument bluffants. Et je suis certaine que les équipes françaises vont emprunter cette voie très prochainement, comme ça a été promis et dit. La communication de Mme Sylvia Abraham sur la chirurgie esthétique de pénis a soulevé énormément de questions. Et là, j'ai une grande émotion parce qu'il y a des années, j'ai connu, et je connais toujours, un collègue urologue homme qui s'occupe de la reconstruction du clitoris après une excision. Et cette fois, j'ai vu une femme qui s'occupe de la chirurgie esthétique de pénis. Donc pour moi, ce jour-là, la parité en chirurgie, elle était entièrement faite. Mon très cher Ronald Virag a fait une communication sur la chirurgie fonctionnelle du pénis qui était claire, précise, complète, nette comme d'habitude. Évidemment, s'il n'avait pas beaucoup de questions, ce n'est pas parce que la salle était tiède, mais parce que tout était clair, il n'avait rien y ajouter. Alors, les retombées. Moi, j'ai vu pour la première fois, lundi dernier, lundi 7, dans une série culte complètement pour les 15-25 ans, qui est le service après-vente des émissions de Canal+, une belle page où on parlait de l'Académie nationale de chirurgie. Et je viens d'apprendre qu'aussi sur Antenne 2 et plein d'autres médias écrits ou télévisés, on parle de nous. Et ça, grâce à l'excellente idée des deux modérateurs, Monsieur Lebel et Virag, d'avoir fait une communiqué officielle. Et je suis certaine que maintenant, l'empreinte va être prise et tout le monde va y continuer sur le même chemin. La semaine prochaine, il y a la série de 3 jours sur Paris, Lyon et Nice de l'Académie américaine de chirurgie, American Surgical Association. Je suis sûre que vous serez nombreux et nous allons changer de salle. Je vous remercie de votre attention. Juste un petit mot pour la séance de la semaine prochaine qui aura lieu donc avec nos amis des États-Unis. On parlera anglais obligatoirement, mais il y aura des diapos en français quand même. Et ça aura lieu non pas ici, faites bien attention, mais à la salle du Conseil, en face, parce qu'on espère qu'il y aura pour l'occasion beaucoup de monde. Merci. Alors nous allons pouvoir commencer la séance du jour consacrée à la chirurgie de l'obésité morbide ou de la chirurgie bariatrique en 2011.
C'est donc Christian Gouillat de Lyon qui a bien voulu organiser cette séance. Il a été aidé de Philippe Marr et il aujourd'hui modère cette séance. Je lui donne bien volontiers la parole. Merci Jacques. Donc c'est une séance thématique un petit peu spéciale qui va être consacrée à l'état des lieux en 2011 en chirurgie bariatrique. Alors on aurait pu passer une journée entière bien entendu sur ce sujet qui est un sujet à la fois d'actualité et un sujet difficile à synthétiser dans une séance de 2 heures. Alors on a essayé, c'est ce qui m'est apparu le plus simple, et avec Philippe Marr, le plus adapté à cette séance. Oui. Comment ? Excusez-moi. C'est de passer en revue les principales interventions actuellement pratiquées afin d'essayer de faire le point avec le système actuellement en vigueur à l'Académie, c'est-à-dire un présentateur et un discutant. Et on essaiera de donner un maximum de temps à la discussion pour essayer de synthétiser en quelque sorte l'état des lieux concernant les différentes interventions. Mais auparavant, et conformément à l'habitude maintenant de l'Académie, il y a une première présentation que je vais faire moi-même sur une innovation sur le sujet, et il s'agit du gastroscanner. Alors, l'idée du gastroscanner est née, en fin de compte, de l'afflux de patients qui arrivent dans nos services pour des échecs ou des complications après chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique se développant à une très grande vitesse, il y a évidemment de plus en plus de patients opérés et par conséquent de plus en plus de patients qui sont susceptibles de se trouver en situation d'échec ou de complications. Or, les techniques actuelles d'imagerie sont parfois insuffisantes avec... vous voulez que je le mette là ? Ah, pardon. Sont parfois insuffisantes pour obtenir un état des lieux le plus précis possible. Et vous savez qu'avant de décider de réintervenir, et le cas échéant, si on décide de réintervenir, quelle intervention réaliser, eh bien, il faut s'efforcer d'avoir un état des lieux le plus précis possible sur le plan notamment morphologique. Et c'est comme ça que l'idée du gastroscanner est née, en quelque sorte, de l'insuffisance des méthodes d'imagerie habituelles que sont le TOGD et l'endoscopie, la gastroscopie. On peut réaliser un scanner conventionnel qui ne nous donnera que des images extérieures, mais l'endoscopie, comme le TOGD, ne nous donne que des images endoluminales. Et l'idée, c'est d'essayer de concilier l'ensemble, d'obtenir sur des mêmes images un état des lieux à la fois endoluminal et extraluminal. Et pour cela, donc, on a mis au point avec un collègue radiologue qui s'appelle Denis Marion, qui est lyonnais et qui a la particularité d'avoir été dans une autre vie endoscopiste. Et donc, il a ainsi développé d'abord la coloscopie virtuelle que vous connaissez, et finalement ce gastroscanner que l'on pourrait en réalité mieux appeler une gastrographie tomodensitométrique à l'air est en quelque sorte que l'application de la coloscopie virtuelle à l'estomac. Alors, pour réaliser ce gastroscanner, il faut d'abord, bien entendu, disposer d'un scanner. Un scanner qui doit être un scanner de dernière génération, c'est-à-dire multibarrette, qui permette d'obtenir des coupes fines de bonne qualité. Il n'y a pas d'injection d'iode. L'idée, c'est que le contraste soit réalisé par l'air contenu dans l'estomac. Pour cela, il faut que cet estomac soit parfaitement sec, qu'il n'y ait pas de résidus liquidiens, ce qui veut dire que le patient doit être strictement à jeun, ne pas avoir fumé, et parce que l'air contenu naturellement dans l'estomac est insuffisant, on va en rajouter tout simplement en faisant boire aux patients des sels effervescents. Alors on utilise les vieux produits qui étaient autrefois utilisés pour rendre gazeuse l'eau du robinet, ce sont les litinés, on en trouve encore en pharmacie, et on accentue la distension aérique de l'estomac en faisant une injection d'un antispasmodique. Alors, on obtient ainsi les images que vous voyez là, qui sont des images donc de scanner avec de l'air dans l'estomac qui est légèrement distendu, enfin qui est bien visible parce que son contenu est rempli d'air. Mais en fait, on peut aller plus loin
et utiliser une console dédiée qui va permettre des reconstructions tridimensionnelles, éventuellement animées. Alors voilà les images natives, donc on a un scanner conventionnel, mais déjà on peut voir un certain nombre de choses intéressantes. Ici, une gastroplastie verticale calibrée, vous voyez ici très bien distendu la petite poche et le grand estomac. Et on peut bien sûr, à partir de ce scanner conventionnel, faire ce que font tous les radiologues avec un scanner conventionnel, c'est-à-dire des reconstructions, par exemple dans ce plan frontal, où on va voir effectivement très bien également la même poche. Mais la console dédiée va nous permettre des reconstructions tridimensionnelles qui auront l'intérêt de pouvoir utiliser des masques variés, qui vont pouvoir rendre ainsi l'estomac semi-transparent, comme ici à gauche, en faisant disparaître par exemple le matériel chirurgical. Ici il a disparu, vous voyez, c'est une gastroplastie verticale calibrée. Ici au contraire on va le faire apparaître, voire même le faire apparaître tout seul, comme ici, ce qui permettra de voir très précisément l'anatomie, le status anatomique de la région. On peut aussi mesurer très précisément les différentes poches que l'on construit dans cette chirurgie bariatrique. Voilà ici toujours une gastroplastie verticale calibrée, dont la poche est dilatée et que l'on peut mesurer très précisément, et ce de façon reproductible. Et de façon assez naturelle, parce qu'il n'y a pas de distension forcée des poches gastriques. Enfin, on peut réaliser ce que l'on appelle de l'endoscopie virtuelle, c'est-à-dire que la machine, à partir des images natives de scanner, va nous reconstruire des images d'endoscopie, exactement comme on le fait en colonoscopie virtuelle. Ici, j'avais une vidéo, mais elle n'a pas voulu démarrer. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de l'intérêt en chirurgie bariatrique de cette technique de gastroscanner, notamment pour la prise en charge et la décision de réintervention éventuelle chez les patients en échec après une première chirurgie bariatrique ou en cas de complications. Voilà ici un patient qui est en échec pondéral après une gastroplastie verticale calibrée, et on voit très bien qu'il existe une dilatation importante de la poche que l'on peut mesurer, alors que l'anatomie de la poche est normale. Notamment ici, on peut voir que la ligne d'agrafage est parfaitement intacte et que la zone de calibrage n'est pas distendue. Ici, au contraire, on a une poche qui apparaît de calibre tout à fait normal. En revanche, on peut voir ici qu'il existe une communication anormale entre la petite poche et le grand estomac. Cette communication anormale correspond en fait à une disparition à ce niveau de la ligne d'agrafage. On la voit très bien ici. On voit très bien ici cette reperméabilisation de la ligne d'agrafage, et ici, sur une image d'endoscopie virtuelle, on la retrouve de façon tout à fait claire. On peut avoir des images animées, et comme vous voyez ici, on voit très bien ici l'interruption dans la ligne d'agrafage qui correspond très exactement au trou. Vous voyez ici le trou dans la ligne d'agrafage que l'on voit très bien. Voilà un autre cas, un peu plus d'un patient qui avait eu successivement 2 gastroplasties verticales calibrées, l'une au-dessus de l'autre, et le TOGD était totalement ininterprétable, on voyait des poches absolument partout. Et là, on voit très bien qu'il existe 2 phénomènes. D'une part, une dilatation des poches, et d'autre part, ici, une reperméabilisation de la ligne d'agrafage sur une des 2 lignes d'agrafe. La sleeve gastrectomie, le gros intérêt de cette méthode, c'est qu'il va permettre de mesurer très précisément le volume de cet estomac. Des questions encore débattues, comme on le verra tout à l'heure. Il peut permettre également de mettre en évidence des malfaçons, comme ici chez un patient qui avait eu une sleeve gastrectomie après un anneau de gastroplastie. Et là, le chirurgien, manifestement, avait laissé en place, sur la zone où elle est adhérente, une partie ici de la grosse tubérosité. On voit très bien la ligne d'agrafage ici qui diverge. Voilà un autre cas un peu plus complexe d'un patient qui avait eu une sleeve, qui nous a été référé pour une intolérance gastrique totale depuis une sleeve gastrectomie réalisée 4 mois plus tôt sur une gastroplastie verticale calibrée antérieure. Le TOGD montrait aucun passage, l'endoscope passait aisément, et le chirurgien qui l'avait opéré ne comprenait pas le problème.
On voit très bien sur le gastroscanner qu'il existe une interruption complète ici de la continuité du tube gastrique, enfin, qui paraît complète. Et ici, on voit qu'il existe un bourgeon contenant des agrafes que l'on retrouve très bien ici en endoscopie virtuelle. J'ai opéré ce patient, on n'a pas pu réaliser autre chose qu'une gastrectomie totale. On voit ici très bien ce bourgeon qui en fait correspondait à une partie de la ligne d'agrafage de la gastroplastie verticale calibrée qui avait été pris dans la ligne d'agrafage de la sleeve gastrectomie, faisait protrusion à l'intérieur de la lumière du tube gastrique. Le bypass, eh bien là encore, l'intérêt de ce gastroscanner est qu'il permettra de mesurer le volume de la poche gastrique, de dépister des dilatations de cette poche gastrique et de dépister également d'autres anomalies. Voilà par exemple une patiente qui nous avait été référée pour des complications post-opératoires précoces après un bypass gastrique réalisé sur une gastroplastie verticale calibrée antérieure. La patiente avait eu successivement une fistule sur l'anastomose gastro-jéjunale, puis une fistule exposée sur l'anastomose au pied de l'anse. On a réglé le problème des fistules et on s'est ensuite intéressé au montage. Et vous voyez que on a 3 informations intéressantes avec ce gastroscanner. La première information, c'est que l'opérateur avait réalisé le bypass en conservant la ligne d'agrafage de la gastroplastie verticale calibrée, qu'il existait une sténose post-fistule de l'anastomose gastro-jéjunale et qu'il existe une fistule gastro-gastrique par reperméabilisation de cette ligne d'agrafage. Et on voit qu'à ce niveau, vous voyez que les agrafes ont disparu et qu'il existe ici un trou au niveau de la ligne d'agrafage. Vous voyez qu'on retrouve, voilà, ici, sur des clichés animés. L'intérêt de ces clichés animés, c'est qu'on peut tourner autour de l'estomac. Et on voit très bien ici que la ligne d'agrafage est interrompue, avec ici le trou correspondant à la fistule gastro-gastrique. Alors les anneaux, eh bien, les complications après gastroplastie par anneau modulable sont moins graves et posent rarement des problèmes. Pourtant, le gastroscanner peut aussi rendre qui avait été adressé pour échec après gastroplastie par anneau modulable. On voit que l'anneau n'est pas fermé. Voilà ici un autre cas d'un patient qui avait une pseudo-achalasie après une gastroplastie par anneau modulable. Cet anneau avait été posé directement sur l'œsophage. On le voit très bien ici, les rapports anatomiques et la position de l'anneau sur l'œsophage. Voilà ici un autre patient qui avait été réadressé après ablation d'un anneau pour migration intragastrique. Et on voit qu'il existe d'importantes séquelles fibreuses qui vont compliquer, bien entendu, la prise en charge ultérieure de ce patient. Voilà un dernier cas qui est un patient qui avait un reflux gastro-œsophagien massif avec des régurgitations extrêmement invalidantes sur un anneau qui avait été posé, comme on le voit très bien ici, sur une hernie hiatale. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que cette méthode peut très bien être utilisée en dehors de la chirurgie bariatrique, notamment chez les patients antérieurement opérés d'une hernie hiatale, lorsqu'il s'agit, là encore, de refaire le point sur le statut anatomique de la région. Voilà, donc vous trouverez des détails supplémentaires, notamment en ce qui concerne la méthode sur le papier qui est paru en fin de l'année dernière dans Obesity Surgery. Et bien entendu, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Pas de questions? Si. Monsieur Virag. Oui, j'ai compris. Je voulais te féliciter pour cet excellent travail. Si. Vous m'entendez? Oui, ça a l'air de marcher. Voilà. Donc, parce que pour l'imagerie, si on a suivi une voie un peu parallèle, mais un petit peu différente, en ce sens qu'à Amiens, on pratique la volumétrie gastrique par scanner. On pratique la volumétrie gastrique par scanner. On a fait un PHRC en 2009. On a inclus 90 malades. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'en effet, on peut mesurer maintenant le volume de ces estomacs, puisque la question qui est posée, c'est dans les échecs de la chirurgie de l'obésité, c'est qui réopérer, quand, quelle intervention refaire. Et on cherchait un argument objectif sur ce volume gastrique. Et donc, avec une technique à peine différente, si tu veux, tu peux
faire avec un scanner low dose, c'est-à-dire en irradiant très peu le malade, tu peux arriver à mesurer de façon fiable le volume de l'estomac. Et donc à partir de 90 malades, et en comparant avec les critères de succès classiques, Barros, Reynolds, etc., qu'on connaît tous, tu peux montrer que la limite, la frontière, elle est à 250 cm3. Oui, je pense que pour le volume, on peut en effet utiliser cette technique. L'intérêt de cette technique-là, c'est qu'en plus du volume, on a une image tridimensionnelle de l'anatomie du site, ce qui est évidemment très intéressant pour décider d'une réintervention, pour savoir si on réopère le malade en cas de dysfonctionnement ou d'anomalie morphologique du montage précédent, et quel montage on va réaliser si on doit réopérer le malade. C'est ça l'intérêt, essentiellement. Au-delà de l'aspect purement volumétrique, qui est très important, et notamment pour les sleeves, où c'est effectivement une question qui reste d'actualité, on en parlera sans doute tout à l'heure. D'autres questions? Oui, on peut peut-être... Il faut bien parler dans le micro, hein. Morvan, je suis surpris par l'excellente dilatation de l'estomac et la quasi-absence de passage dans le grêle. Est-ce qu'il y a une astuce quelconque qui permette d'obtenir cette perfection? Oui, alors la technique est importante. Il faut donner des comprimés effervescents. En fait, on met un sachet dans 1 litre et on fait boire un verre au patient. Et ça suffit à distendre en accompagnant par une injection intraveineuse d'un antispasmodique qui va obtenir une dilatation. S'agissant du grêle, en réalité, le grêle, il va se dilater aussi. Mais les images l'effacent. Parce que l'intérêt de la reconstruction tridimensionnelle, c'est qu'on efface ou qu'on fait apparaître exactement les structures anatomiques que l'on souhaite. Par exemple, pour les hernies hiatales, on fera apparaître les hiatus. Je crois qu'il faut qu'on avance parce que sinon on va déborder un petit peu. On va passer donc